Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Bienvenue à toutes et à tous, nous sommes mercredi et comme chaque semaine, on se retrouve pour notre heure d'expertise. Tous nos experts sont sur le pont pour vous accompagner dans le domaine de l'expertise patrimoniale, des thèmes d'investissement ou encore d'une idée qui puisse pimenter peut-être un petit peu vos placements. C'est parti, on donne le coup d'envoi de Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on commence ce rendez-vous Cœur de patrimoine en plongeant dans le monde des successions, mais peut-être par un biais, vous allez le voir, qui est peut-être moins connu. On va pas trop parler, entre guillemets, de fiscalité, on va pas trop parler du fisc, mais on va plutôt parler de ce qu'on pourrait appeler le recel successoral. Et pour nous expliquer, nous détailler tout ça, un des meilleurs spécialistes, Stéphane Micheli, bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être au rendez-vous, avocat associé en droit donc de ces fameuses successions au cabinet Herald. Alors déjà, on va remettre un petit peu les mots dans la tête des gens, replanter le décor, si vous le voulez bien. Comment ça fonctionne, une succession, rapidement ? Oui, alors rapidement, lorsque un décès intervient, évidemment, la plupart du temps, un notaire est désigné. Et sa mission, en réalité, dans cette affaire, c'est de recomposer le patrimoine successoral, comme on le sait, de regarder si des testaments ont été réalisés ou pas, et aussi de s'intéresser au sort de l'assurance vie, pour schématiser. Et une fois que ces différentes analyses sont faites, eh bien, il lui appartient, avec effectivement les héritiers, de finalement reconstituer cet actif et d'établir in fine l'acte de partage, voilà, qui est l'acte final. De le partager, de le saucissonner. Et là, il y en a qui ont le droit à telle chose, d'autres moins droit à telle autre. C'est ça, c'est là où on entend parler voilà. De part réservataire, de quotité disponible. Il y a des héritiers réservataires, on le sait, ce sont les enfants qui ont une part qui est intangible, raison pour laquelle le législateur a prévu ce qu'on appelle le rapport des donations. Donc on remet au pot les donations qui ont été réalisées et mieux encore, il y a également une possibilité à partir de là d'ouvrir une action en réduction, ce qu'on appelle l'action en réduction, qui vise à maintenir cette part réservataire intangible de l'héritier réservataire. On est donc en plein cœur de la famille. Mais parfois, il faut dire que les familles ne sont pas toutes bienveillantes. Et là, quand je dis bienveillantes et quand je parle des familles, c'est ce que je disais en introduction. On n'est pas, dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui, en train de regarder ça du point de vue du fisc. C'est pas le fisc qui essaye de voir si une famille a diminué sa base successorale pour payer moins d'impôts. Non, on est un petit peu dans les relations parfois étonnantes ou malveillantes dans une famille, c'est ça ? C'est ça, parce qu'en réalité, eh bien, on se rend compte que... Alors c'est encore plus vrai statistiquement dans les familles dites recomposées. C'est une réalité... intangible, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un des parents qui veut finalement avantager, voire avantager beaucoup un des enfants, voire le priver le plus possible finalement de sa part d'héritage, et il utilise parfois des subterfuges, ou inversement, il y a un des enfants qui abuse de la faiblesse de son parent, et qui organise finalement un détournement des actifs au détriment de ses frères et sœurs, notamment. Oui, on voit, c'est pour ça que je disais que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. J'imagine qu'il y a, je sais pas, quelques schémas ou quelques cas un peu typiques que l'on retrouve, même s'il y a peut-être pas de similitude à chaque fois. Enfin, les outils à disposition sont pas non plus infinis. Stéphane Micheli, quels sont les cas les plus symptomatiques finalement, si on peut les parcourir et puis peut-être rentrer dans quelques exemples? Alors, les cas les plus topiques, je dirais, lorsque une succession s'ouvre, c'est d'abord, évidemment, la question du testament. Une des premières questions que se posent forcément les héritiers, c'est y a-t-il un testament ? Et il faut être vigilant là-dessus, car il arrive qu'une personne fasse un faux testament. Ça existe. On y reviendra peut-être après. C'est un sujet et il y a des actions éventuellement à entreprendre. L'autre sujet également qu'on doit effectivement se poser, c'est lorsque l'on regarde l'actif successoral, c'est d'avoir la surprise par exemple, d'avoir un patrimoine immobilier significatif, mais de ne pas avoir de liquidité. C'est un peu étonnant. Et là aussi, on va s'intéresser effectivement au sort et notamment à regarder un peu de manière plus approfondie les comptes bancaires pour savoir si une procuration, par exemple, n'a pas été utilisée et détournée
de ces fins. Et puis, il y aura aussi évidemment la question de l'assurance vie, de bien vérifier que la clause bénéficiaire a bien été établie par l'auteur, car là aussi, il y a des fraudes quelquefois. Et puis se pose la question aussi des primes dites manifestement exagérées. C'est un peu les grands traits. On va rentrer dans le détail de tout ça. Souvent, on entend parler aussi de compte à l'étranger. Et là, effectivement, parfois, on se dit on a plus de liberté du côté des héritiers. Non, pas forcément. Ah ben là, effectivement, alors c'était un vaste sujet, évidemment, à l'époque où les comptes à l'étranger... À l'époque des comptes en Suisse. Les comptes en Suisse étaient beaucoup plus susceptibles d'être présents, mais il y a quand même encore des comptes à l'étranger avec une utilisation qui peut être abusive au sens où l'un des parents peut donner les clés, si je puis dire, de ce compte, ou également un des héritiers, là aussi, abuse finalement de la procuration qu'il a pu avoir sur ce compte pour l'absorber. Et là, c'est assez compliqué, effectivement, à contrer. Alors, rentrons un petit peu dans le détail pour illustrer aussi et peut-être aider certains de nos auditeurs, nos téléspectateurs qui pourraient trouver quelques pistes de réflexion s'ils se retrouvaient, en aurait-il l'impression, dans un de ces cas. Vous nous avez d'abord parlé du testament. Alors justement, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on a un testament ? On rappelle qu'a priori, un simple bout de papier, on l'écrit avec quelques mentions qui sont bien senties, et on le date, on le signe. Et c'est bon. Et c'est bon. Et c'est bon, mais comme je le disais, il y a deux sujets importants. Le premier, c'est quand même le faux testament. Moi, j'ai eu un cas comme ça d'un client qui est venu me voir en me disant « c'est pas l'écriture de ma sœur ». Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on fait ? On demande à un expert graphologue à titre privé déjà de donner un peu son avis. Et s'il donne un avis positif en disant « manifestement non, ça n'est pas l'écriture », et vous savez, les experts graphologues sont vraiment des gens qui ont aujourd'hui un vrai métier, et l'âge, ils savent également analyser des documents qui changent avec le fil du temps. Et à ce moment-là, on peut engager une procédure devant le tribunal, à la fois au plan civil et aussi même au plan pénal, en faisant juger que ce document est un faux si on arrive à identifier la personne. Et moi, j'ai eu un cas comme ça où, effectivement, même la police est allée faire une perquisition chez l'auteur du faux et a découvert il y avait un bloc-notes dans lequel le faussaire s'essayait à faire les faux testaments. Il avait retrouvé l'exercice, quoi. Voilà. Bon. Alors bon, ça, voilà. Ouais. Mais il y a aussi un sujet important, bien sûr, c'est l'insanité d'esprit du testateur. C'est-à-dire, a-t-il toutes ses facultés intellectuelles au moment où il fait son testament ? Alors les notaires, lorsque le testament est fait devant eux, prennent la précaution, généralement quand c'est une personne âgée et qui présente une certaine instabilité psychique, de demander en fait à un médecin spécialiste une attestation. Voilà. D'accord. Mais c'est quand même un sujet qui peut être discuté, et on peut, je le rappelle, demander, lorsqu'on est un héritier, on peut demander à avoir accès au dossier médical du défunt. Pour vérifier. Bon, ça, c'est tout ce qui touche à ce testament, hein, puisqu'on rappelle, il y a ce testament holographique qu'on rédige soi-même, et puis le testament authentique dont vous venez de parler, que l'on dépose devant notaire, etc., et qui sont différents. Pour tout ce qui est l'utilisation des comptes, justement, que ce soit à l'étranger, vous nous en avez dit un mot, mais même en France, ou l'utilisation du chéquier aussi, comment est-ce qu'on doit l'appréhender, tout ça ? Alors ça, je pense qu'il ne faut pas hésiter, lorsqu'on est héritier, à demander communication. Quand on est ayant droit, les banques ne peuvent pas refuser les comptes bancaires sur les 10 dernières années. Alors, oui, 10 dernières années. 10 dernières années. Alors, elles le font payer, d'ailleurs, parce que c'est un certain coût, effectivement, d'aller rechercher les archives, même si je trouve que le coût est un peu excessif par rapport à la réalité, mais peu importe. Plus on avance dans le numérique, en plus, moins ça doit être compliqué. Encore à l'époque, je veux bien. De moins en moins compliqué quand même. Mais effectivement, à ce moment-là, il faut regarder et voir notamment s'il n'y a pas notamment des versements mensuels avec une certaine régularité, d'un certain montant, et notamment des retraits en liquide qui peuvent être le signe de retrait de la part du mandataire lorsqu'il y a une procuration qui pourrait se faire à son profit. Autre chose aussi, c'est de demander copie des chèques quand on a des doutes. Moi, j'avais un dossier où il y avait des chèques alors de l'URSSAF, mais qui tombaient ronds. Des chèques alors du fisc. Ah oui, vous voulez dire sur le talon, c'était marqué URSSAF, voilà. Mais oui, curieusement... En réalité, puis ça nous avait interpellés, parce que 11 000 euros à l'URSSAF, c'est rare, parce que en général, c'est un chiffre avec des virgules, etc. Donc, on avait constaté qu'en fait, le chèque
était marqué à l'ordre de l'URSSAF dans le talon, mais finalement n'arrivait pas entre les mains de l'URSSAF. On demande communication, effectivement, et ça, les banques doivent vous le faire, malgré, effectivement, le coût. Et pour ce qui concerne l'assurance vie, parce que là, on sait que les règles des assureurs aussi sont parfois plus compliquées. Enfin, c'est pas le même livre. Hein. Absolument. Alors, pour ce qui concerne l'assurance vie, effectivement, là aussi, toujours s'interroger sur la bonne maîtrise, parce que je rappelle, il y a un article du Code civil, l'article 414-1, qui dit qu'il faut être sain d'esprit quand on fait un acte. Bon. Donc, la clause bénéficiaire que l'on connaît, qui est rédigée et qui parfois est modifiée vers la fin de la vie, voire quelquefois 3 mois avant le décès, curieusement, il faut savoir si la personne est effectivement saine d'esprit quand elle le fait. Donc, je renvoie à la même question que sur le testament. Et puis, la question qui se pose aussi, c'est ce qu'on appelle les primes manifestement exagérées. Alors ça, c'est un sujet que les fiscalistes connaissent bien, puisque c'est un texte fiscal que l'on utilise sur le plan civil. En gros, la réalité du texte, c'est que l'assurance vie, c'est un instrument d'épargne. Ça ne doit pas être un instrument qui permet de détourner finalement les règles successorales. C'est un fondement quand même. Donc l'assuré qui dans les derniers mois ou années de sa vie aurait gavé son contrat d'épargne, son contrat d'assurance vie, ça fait tic. Voilà, là on peut se poser sérieusement la question et on peut essayer. Alors il faut dans ce cas-là, parce que les assureurs se réfugient derrière légitimement le secret bancaire et le secret des assureurs, pour refuser de donner l'historique finalement des versements, mais par une action dite en référé, on obtient sans difficulté ce relevé, et ça permet de savoir un petit peu effectivement si cet instrument a bien été utilisé à des fins d'épargne, ou bien s'il n'y a pas eu une prime tout d'un coup d'un montant, dit le texte, manifestement exagéré, auquel cas on le réintègre dans l'actif successoral. En étant un petit peu tatillon, on sait que l'assurance vie, puisqu'elle n'est pas dans l'histoire des successions, permet parfois, comme ça, de contourner un petit peu et peut-être même, disons-le franchement, de déshériter ses enfants. Ça, c'est quelque chose que vous constatez aussi C'est quelque chose que l'on voit régulièrement, avec notamment des assurances vie qui sont au bénéfice de la dernière concubine, si je puis dire, et qui se fait au détriment régulièrement, malheureusement, des enfants. Il y a quand même une espèce qu'on constate, qui est quelque chose de sociologique. La personne qui est fragilisée en fin de vie a tendance à favoriser assez fortement celle qui est à côté de lui et à faire comme ça des versements qui sont souvent un peu hors normes. On va pas rentrer dans le détail de tous ces cas parce que ce serait compliqué, mais grosso modo, je suis ayant droit, une succession s'ouvre, j'ai un doute sur tel ou tel aspect dont on vient de parler. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je me rapproche de mon notaire, je prends directement contact avec un avocat, je vais à la police, à la gendarmerie. Comment est-ce que qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord effectivement parler avec son notaire. La première chose, qui peut avoir un accès effectivement à ce qu'on appelle FICOVI, FICOBA, c'est-à-dire les comptes bancaires qu'il y a en France. Et puis effectivement, je ne dirais pas de se précipiter à la police, non, plutôt d'aller consulter un conseil, un avocat notamment, et puis de lui faire part de ses doutes, et ne pas hésiter à le faire en disant il y a quelque chose que je ne comprends pas, et exposer les situations. Et à ce moment-là, le rôle du conseil avec le client, c'est de procéder aux vérifications que j'évoquais, c'est-à-dire se faire communiquer les comptes bancaires, se faire communiquer éventuellement le dossier médical, etc. Et après, engager alors des procédures, puisqu'on parlait dans le début de l'émission du recel successoral, donc procédure qui vise à ramener éventuellement l'actif qui a été détourné dans l'actif successoral qu'il faudra partager, avec une sanction spécifique dans cette matière, en matière civile, qu'on appelle le recel successoral, qui n'est pas une sanction pénale, comme son nom pourrait le faire croire, mais civile, c'est-à-dire que la personne qui a détourné cet actif et qui le ramène à la demande du notaire ou de la justice, se voit privée du droit d'hériter sur ce bien-là. Ah. C'est une sanction assez sévère, mais bon, qui est bien qui fonctionne. Et qui est bien pensée, oui, effectivement. Bon, écoutez, merci de nous avoir éclairé sur ces questions-là. Stéphane Micheli, donc, pour le cabinet Hérald dans Cœur de Patrimoine. À très bientôt. Merci.
Merci Cédric. Allez, tout de suite, on continue de vous donner un maximum de conseils. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.